Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre session hebdomadaire du 3 questions A. Nous sommes exactement une semaine après la formation du nouveau gouvernement israélien avec à sa tête Benjamin Netanyahou, de nouveau Premier ministre. Et pour en décrypter les enjeux, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Denis Chardit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte de Tel Aviv. Bonjour Denis. Bonjour. Alors, la plupart des observateurs parlent de ce gouvernement comme étant le plus à droite de l'histoire d'Israël. On a souvent tendance à comparer nos scènes politiques ici et là-bas, mais celles-ci ne sont pas toujours transposables. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par éclairer notre audience sur cette extrême droite en Israël? Quelle est-elle? Comment pèse-t-elle dans ce nouveau gouvernement? Et puis, comment aussi s'organise aujourd'hui l'opposition? Tout à fait. Alors, c'est vrai que la structuration en Israël du fameux clivage gauche-droite qu'on connaît dans toutes les démocraties occidentales est un petit peu différent. Certes, on trouvera beaucoup plus de libéraux ou de néolibéraux sur le plan économique dans l'échiquier politique, dans la nouvelle coalition parlementaire, et notamment d'ailleurs le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui pourrait être un sioniste religieux et très libéral, néolibéral sur le plan économique, et je pense qu'il va nous le montrer durant les 2 ans, hein, puisqu'il est nommé pour 2 ans. Mais c'est vrai que, encore une fois, la structuration fondamentale du système politique israélien entre la gauche et la droite tourne autour de la question des territoires. Voilà, quelle solution, quel objectif donner à ces territoires. Pour la droite israélienne, je dirais presque toute tendance confondue, il ne doit pas y avoir de souveraineté étrangère sur la Judée et la Samarie, et en attendant que le statut politique soit déterminé, soit définitif, c'est à l'armée israélienne, Tsahal, de rester maître du terrain. Voilà. Ça, c'est ce qui, je dirais, caractérise la droite israélienne, là où le centre, puisqu'il y a plutôt un centre aujourd'hui en Israël qu'une gauche, réduite aux 4 députés du Parti travailliste, eh bien, bien sûr que l'armée israélienne doit conserver le contrôle de la Judée-Samarie en attendant la conclusion heureuse de négociations qui devraient aboutir peu ou prou à un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Voilà sur quoi repose la structure gauche-droite de l'échiquier politique israélien. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce qu'on appelle l'extrême droite? On ne le dit pas d'ailleurs comme tel en hébreu, hein. C'est effectivement, je dirais, la dimension religieuse, voire messianiste. Et puis, j'ajouterais ce qui peut-être, oui, est plus en rapport avec ce qu'on appelle l'extrême droite en Europe ou aux États-Unis, c'est-à-dire l'affirmation, on va dire, d'une supériorité, certains disent suprémacisme. En tout cas, c'est vrai que pour le parti dit du sionisme religieux, aujourd'hui d'ailleurs dissocié en 3 petites formations, c'est clair que la vocation de l'État d'Israël est de, on va dire, préférer, je dirais en pratiquement toutes circonstances, la population juive d'Israël, qui, je dois le rappeler, constitue à peu près 3/4 de la population israélienne. Là où on mettra beaucoup plus de formes, beaucoup plus de… Voilà, on mettra, je dirais, l'impératif démocratique et l'impératif juif, je dirais, en balance. Il peut être parfois en contradiction, mais le plus souvent, il est équilibré. Alors, voilà ce qui a surpris lors de ce scrutin du 1er novembre, c'est que pour la première fois, cette extrême droite qui existe hein, depuis une vingtaine d'années, mais elle est passée d'une représentation, on va dire, dérisoire de 3, 4, 5 députés à 14 députés. Alors, c'est vrai qu'ils se sont redivisés parce qu'ils représentent des courants un petit peu différents, mais il n'empêche que même s'ils sont divisés au Parlement même, ça fait quand même 14 députés. Ça en a fait le 1er novembre le troisième parti d'Israël. Et voilà, on a le sentiment que ce n'est plus aujourd'hui une force dont on peut se dire peut-être que d'ici quelques temps, ils se réduiront, disparaîtront. Là, on a le sentiment quand même que cette droite, à la droite du Likoud, est là pour rester, et d'où voilà, l'inquiétude d'une partie, de l'opposition notamment. L'opposition, qui elle est divisée. Elle est divisée d'abord parce qu'après un échec, c'est toujours la division qui l'emporte.
Et que durant même déjà la campagne électorale, Benny Gantz et Yair Lapid n'étaient pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Benny Gantz a décidé de faire une campagne en se présentant lui-même comme un candidat au poste de Premier ministre, un candidat du recours, capable de faire la synthèse entre le centre et la droite. Et Yair Lapid l'a vécu bien sûr comme une mise en cause de son, je dirais, de son autorité comme chef du gouvernement, puisque c'était sa fonction au moment des élections. Alors, voilà, il n'est pas certain donc qu'il fasse cause commune, ce qui va rendre plus difficile l'exercice de l'opposition. Et puis, il faut ajouter que les rapports de l'ensemble de ces partis du centre, maintenant que le Meretz a disparu et qui servait un petit peu de courroie de transmission avec les partis arabes. Donc, on a là deux partis arabes, la liste unifiée et le parti Ra'am. Dans la mesure où les ponts sont coupés, là aussi, ça va être assez difficile d'avoir une opposition très, très solide. D'autant que, vous voyez, j'ai compliqué la situation, puisque les deux partis arabes, eux aussi, sont dans une sorte de guerre larvée sur voilà, qui des deux est légitime. Est-ce que c'est le courant de l'intégration dans le système politique israélien, dans la coalition parlementaire future, hein, pas celle d'aujourd'hui? C'est la position du Ra'am, qui l'a prouvé puisqu'ils étaient pendant un an au gouvernement, enfin pas au gouvernement, mais dans la coalition parlementaire soutenant le gouvernement. Et à l'opposé, la liste arabe unifiée a toujours été hostile. Est-ce qu'elle a été hostile? En tout cas, le fait de ne pas avoir été invitée dans cette coalition parlementaire explique, sinon justifie, sa position comme ça un peu isolationniste. Donc, vous voyez, ça fait finalement une opposition déjà de 56 députés, ce qui est quand même pas mal, mais 56 avec deux blocs, Benny Gantz, réunis derrière Benny Gantz, dont on dit qu'il souhaite à un moment, dont on dit que Netanyahou souhaiterait à un moment ou à un autre faire coalition avec eux si la coalition avec l'extrême droite ne fonctionne pas trop bien. Donc ça vous fait quand même une opposition divisée, parce que Yair Lapid, lui, n'entend pas rejoindre un tel gouvernement. Et puis les partis arabes, eux-mêmes divisés entre eux et qui ont quelques difficultés à faire front commun au sein de cette opposition, donc très hétéroclite, mais on a envie de dire, Anne-Sophie, comme l'était le gouvernement, puisqu'il est composé pratiquement des mêmes, à part le Meretz qui n'a pas passé le seuil d'éligibilité, mais voilà, tout ça fait une opposition affaiblie, et c'est ce qui explique que quand on a vu voilà, les déclarations un peu intempestives de plusieurs députés de ce parti dit du sionisme religieux qui ont ému tout le monde, eh ben, c'est de la société civile qu'est montée la clameur. Hein. C'est les pétitions, on a finalement très peu vu ou très peu interrogé ceux qui étaient encore la semaine dernière les membres du gouvernement ou des députés de la coalition parlementaire et qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Donc on voit bien que la balle aujourd'hui est dans le camp de la société civile, donc les électeurs qui ont voté contre cette coalition, qui n'ont pas voté pour un des partis de cette coalition parlementaire, bien plus que l'opposition, voilà, dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle ne montrera pas la pugnacité qu'a été celle de Netanyahou, lui campé dans ses bottes avec trois partis religieux fortement alliés, fortement soudés, puisqu'il a réussi son opération et de faire tomber le gouvernement précédent et de remporter les élections du 1er novembre dernier. Merci Denis pour ce premier tableau très, très clair, très intéressant. Alors, deuxième question, c'est le paradoxe et la vivacité de la démocratie israélienne. Cette Knesset dont on vient de parler, qu'on dit être la plus à droite de l'histoire du pays, est aussi celle qui vient d'élire comme président de la Knesset Amir Ohana, membre du Likoud, sexuel qui porte fièrement les couleurs et défend depuis longtemps les droits LGBT en Israël et au Parlement en particulier. Il s'est exprimé lors de son élection devant son mari et leurs deux enfants. Alors, on se pose aussi cette question, quel risque la nouvelle coalition en Israël pose-t-elle au respect des libertés fondamentales et quels sont les garde-fous de la démocratie israélienne? Alors, je pense que vous avez tout à fait raison, Anne-Sophie, de mettre en valeur la dynamique et la vivacité de cette démocratie israélienne, pas au sens uniquement parlementaire du mot. Pourquoi? Bien parce que Netanyahou a compris qu'avant même l'intronisation de son gouvernement, il partait perdant avec ses déclarations odieuses, terribles, enfin, je les rappelle, hein, dire que dans la future loi, le futur projet de loi qui sera déposé, on autorisera le directeur d'un hôtel ou un médecin
de refuser d'offrir une chambre ou d'offrir ses soins à quelqu'un au nom de la liberté de conscience religieuse, comme si la religion interdisait d'apporter des soins à quelqu'un sous prétexte qu'il est homosexuel ou sous prétexte qu'il est quoi qu'il soit. Ça a suscité un tel tollé, et au-delà d'ailleurs de l'opposition. Et Netanyahou, qui est un grand communicant, hein, il a entendu cela. Et en ce sens, il a donné une leçon remarquable en matière de démocratie, pas seulement de démocratie israélienne, parce que c'est quoi un gouvernement? C'est quoi un Premier ministre? C'est quelqu'un qui attend, et à juste titre, l'obéissance de la part des gouvernés, mais qui sait qu'il n'y a pas de démocratie si, dans certaines circonstances, et notamment lorsqu'elles sont comme ça un petit peu extraordinaires, on n'est pas à l'écoute de ce qui se dit, voilà, au-delà de l'opposition, au-delà du Parlement. Et Netanyahou a entendu cela. Il l'a entendu puisque, je le rappelle, Amir Ohana était prévu d'être ministre des Affaires étrangères. Il s'était entendu avec Netanyahou pour obtenir ce poste. Et Netanyahou, qui a entendu la clameur générale, d'ailleurs nationale et même internationale, a dit à Amir Ohana, je suis obligé de te nommer président du Parlement. N'oubliez pas, c'est le deuxième personnage de l'État après le président de l'État d'Israël, donc avec toute la force symbolique et politique aussi, il faut bien le dire. Hein. Rappelez-vous, Yitzhak Shamir était président du Parlement, il est ensuite devenu Premier ministre, hein, donc c'est un bon tremplin pour être aussi Premier ministre s'il le souhaite. Mais en tout cas, il a entendu cette clameur-là et il y a répondu. Et ça, c'est ça qu'on a. Je veux dire, combien de fois, et je ne vais pas faire de comparaison maintenant, on reproche aux gouvernants de ne pas entendre la plainte ou les doléances de la population. Et là, il l'a fait, c'est pas qu'il a fait voter une réforme pour le mariage pour tous. On n'en est pas là, on est dans du symbolique, mais un symbolique qui a remué tout le monde. Ce discours, et c'était 2-3 phrases, quand Amir Ohana a fait directement, explicitement allusion à son compagnon, à ses 2 enfants, pour dire ensuite on ne touchera pas ni à eux, ni à quelques familles qui leur ressemblent, en disant point à la ligne, en hébreu nekuda, en articulant bien chacune des 3 syllabes, eh bien, il a, je dirais, crevé le ballon. C'est-à-dire que là, on s'est tous rendus compte, et encore une fois, indépendamment des convictions des uns et des autres, on se dit, ça va, on est revenu dans un état normal. Et donc, il n'y aura pas de régression. Et moi, je suis à peu près certain que, et c'est là où c'est important l'opinion en démocratie, parce que là, c'est clair que ce projet de loi, qui figure, il faut bien le dire, dans les accords de gouvernement, et Netanyahou a estimé devoir, pour des raisons politiques, on peut dire même politiciennes, de ne pas remettre en cause, de ne pas ouvrir l'accord de gouvernement. Donc, le projet, il existe toujours, mais un geste symbolique très fort. Et là, je dirais, voilà, une sorte d'alliance contre nature, si je puis dire, entre toute l'opposition et Benyamin Netanyahou et des forces. Mais vous savez, même le Chasse, hein, qui est pourtant un parti conservateur, mais c'est toute la différence. C'est un parti conservateur, c'est pas un parti révolutionnaire. Il ne veut pas révolutionner tout en fond en comble. Il veut que progressivement la société soit plus conforme à la halakha, etc. Mais vous voyez, ça a permis de révéler, je dirais, un double discours, et si vous voulez, une double tension qu'il y aura dans ce gouvernement entre ceux qui disent il faut y aller mollo mollo, léat, doucement, et ceux qui disent non, non, il faut tout faire tout vite et mieux vaut hier qu'aujourd'hui. Voilà. Et je pense que les tensions que ce gouvernement ne va pas manquer de générer seront effectivement autour du timing. Quand on fait les réformes que beaucoup d'Israéliens, voire dans le monde, de Juifs ou les États du monde, auront peut-être du mal à avaler, comment on le fait progressivement, là où d'autres, comme Ben Gvir et Smotrich, voudraient le faire tout de suite. Merci Denis. Alors c'est notre dernière question. Le Premier ministre Netanyahou a prévu comme première visite officielle à l'extérieur d'Israël de se rendre aux Émirats arabes unis. Ça c'est pour la politique étrangère. Il a aussi fait plusieurs promesses dans son discours la semaine dernière en matière de politique intérieure, d'économie, en matière de lutte contre la vie chère par exemple. Alors dans la politique de ce nouveau gouvernement Netanyahou, quelles seront selon vous les permanences, les continuités et les ruptures? Alors, il ne faut pas oublier que permanence, il y a, parce que finalement,
depuis 2009, c'est toujours Netanyahou qui a été au pouvoir et il n'y a eu qu'une parenthèse, un an entre juin et janvier, un an et demi, allez, pour être plus précis. Donc les continuités forcément seront plus fortes que les changements, à ceci près. Et c'est là où je suis obligé de parler comme observateur, c'est-à-dire avec beaucoup de prudence, parce qu'on va voir ce que le gouvernement va faire. Mais c'est vrai que la particularité de cette nouvelle coalition, c'est que c'est une coalition homogène de droite, droite laïque et droite religieuse, sans aucun, je dirais, contrepoids par un parti centriste, voire un parti de gauche. Je rappelle, de 2009 à 2019, il y a toujours eu un parti qui ne faisait pas partie de la famille politique de la droite. C'était les travaillistes, c'était le Kadima de Tzipi Livni, c'était, voilà. Là, on est uniquement avec des partis de droite qui ont un agenda. Alors, je pense que Netanyahou, puisque vous avez commencé à évoquer la politique étrangère, c'est vrai que quand il a indiqué lors de son discours que le dossier saoudien est un dossier prioritaire, on voit bien que là, il est déjà en train de penser à la fin de son règne. C'est-à-dire, il veut terminer, alors non pas avec un accord avec les Palestiniens, parce que il sait qu'il ne, voilà, qu'on n'est pas en mesure d'y parvenir, qu'il n'est pas prêt à sacrifier ce qu'il faudrait sacrifier pour y parvenir. Mais en revanche, intégrer dans les accords d'Abraham l'Arabie Saoudite, je crois que c'est ça qui va l'animer, d'autant que c'est exactement ce dont il a besoin pour calmer les ardeurs de son extrême droite qui, eux, voudraient commencer un début d'annexion. Et il va se réfugier derrière cette aspiration à un traité de normalisation avec l'Arabie Saoudite pour dire l'annexion, c'est pour plus tard. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça, c'est quand même très important, il faut finir par là. C'est bien joli les querelles entre religion, État, un État plus conforme à la halakha ou non, laïque ou non, de gauche, de droite, les implantations, moins d'implantations, plus d'implantations, tout ça c'est très important. Mais il faut dire quand même les choses, pour 10 millions d'habitants d'Israël, ce n'est pas forcément la première de leurs préoccupations. Et leur préoccupation, et je peux vous dire, et là aussi, je veux dire, c'est au-delà de toutes les classes, je veux dire, c'est interclasse. Où on va loger nos enfants. Comme vous le savez, Israël est un pays dont la démographie est très forte, avec environ 2,2 de taux de natalité général, toutes tendances confondues. Ça veut dire qu'il y a des familles dans lesquelles il y a 3 et 4 enfants, et voire 5 et 6 et 8, et quand ils ont 20 ans, 25 ans, eh ben, ils vont former un couple, et donc ils ont besoin de logement. Et les logements sont devenus aujourd'hui quelque chose d'inaccessible, y compris pour les classes moyennes supérieures, que ce soit clair, y compris pour les classes moyennes supérieures aujourd'hui. L'accès au logement pour les enfants, la progéniture d'une famille qui gagne un bon salaire, c'est devenu impossible. Dans ce contexte-là, les Israéliens attendent une réforme massive par une offre plus importante en matière de logement. Israël détient 97% des sols, c'est un petit pays, mais c'est lui qui en est le propriétaire. Ils doivent lâcher des terrains pour y construire, pour que l'offre excède la demande. Ça, c'est le premier point. Et puis, la vie chère. Là, des choses ont été engagées par le précédent gouvernement. On ne peut pas retirer, ne pas rendre au précédent gouvernement ce qu'ils ont fait dans certains domaines, dans la suppression d'impôts et de taxes à l'importation. Et donc, il faut, pour qu'il y ait vie chère, il faut qu'il y ait plus de concurrence. Voilà, c'est pas difficile. Autrement, quand il y a monopole, eh ben, effectivement, les prix montent et il n'y a pas de régulation. Et c'est là-dessus, au final, pas sur les questions religieuses, pas sur les questions de négociation, même l'Arabie Saoudite, c'est là-dessus que le prochain gouvernement sera sanctionné. Merci beaucoup, Denis, pour vos réponses. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous et bonne journée à tous. Merci.